Préambule. Il a été homicide dès le commencement et il ne s'est pas maintenu dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne le voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Coran 7, 27. Aujourd'hui, à l'heure de la fin de l'histoire, du choc des civilisations, du transhumanisme et de la post-modernité, théorisée par nos pseudo-philosophes et nos géopolitologues propagandistes, soit l'ultime période de l'âge sombre ou de l'âge de fer des doctrines traditionnelles, de multiples attaques invisibles s'abattent sur les populations civiles réunies en foule. Les forces occultes sont partout légion. Les influences subtiles les plus inférieures déferlent en toute liberté sur l'ensemble du globe. Dans ce paradigme mondial apostat, où l'ambiance générale est à l'épuisement et au désenchantement, de vastes processus corrupteurs et littéralement infra-humains se développent dans toutes les facettes de l'existence des sociétés humaines, attaquant violemment corps et âme, sans contrainte sérieuse, ni contrepoids d'ordre spirituel. Aussi, ces forces maléfiques souterraines, qui polluent pas à pas l'air du temps, étaient autrefois propagées par les cénacles invisibles de sorciers, les cercles de mages noirs, les courants philosophiques subversifs et autres sectes contre-initiatiques, en tant que vecteurs conscients de désordre et de chaos généralisé. Or, de nos jours, dans notre mode d'existence anti-métaphysique, il n'en est rien. Les puissances ténébreuses se répandent en roue libre et à l'air libre, pourrait-on dire, nos élites dirigeantes impersonnelles, en tant que format directrice, tout comme les masses populaires indifférenciées, en tant que matéria plastique, sont soumises à divers degrés à elles, sans défense, de façon parfaitement consciente. On assiste par là même à un vaste processus de réduction anthropologique en entité numérique subpersonnelle, l'homme lambda devenant un rouage de plus en plus minime, dévalorisé, dans un système de plus en plus complexe et autonome. Dans cet auto-mouvement involutif du matérialisme-capitalisme terminal, où la qualité s'est dissoute dans la quantité intégrale, dont la figure la plus parlante est celle de l'obèse, il n'y a pas plus de causes premières portées par des compétences individuelles ou des valeurs aristocratiques, il n'y a qu'une multitude d'effets structurels massifs qui s'imposent aux hommes tel un rouleau compresseur. On peut même aller jusqu'à dire que l'intelligence artificielle du robot spécialisé est en passe de définitivement prendre le pas sur l'intellect transcendant et universel du sage. L'ensemble des composantes qui actionnent le monde moderne, politique, économique, secteur militaire, journalisme, éducation, rapports sociaux, publicité, se voient ainsi froidement managées d'une manière secrète, anonyme et déresponsabilisante par une troupe d'ingénieurs spécialistes usant d'un large panel de techniques et de procédures opératoires dites scientifiques. Parfaitement profanes, utilitaires et rationnelles, mais pourtant toutes issues, directement ou indirectement, d'ancestraux arts magiques reposant essentiellement sur la manipulation, la suggestion, l'illusionnisme trompeur, l'auto-persuasion ou la participation de dupes, idiots utiles. En bref, ce qui s'appelle
Ce qui s'appelait naguère sorcellerie est devenu subtilement un simple ingénierie. Le grimoire s'est transformé en cahier des charges, le cercle magique en plan d'aménagement, le chapeau pointu en col blanc, le sabbat en week-end, le miroir en écran, la magie en image. Nous nous proposons, à travers ce petit essai, de définir et de répertorier toutes ces méthodes, littéralement diaboliques, de contrôle des masses et de domestication des individus, utilisées à grande échelle dans nos sociétés modernes, dont le fonctionnement, on le verra, ne représente qu'une horizontalisation et une matérialisation de l'ancien paradigme traditionnel. Chapitre 1. L'occulte. Dissoudre et coaguler. Solver, coagula. Changer le plomb en or. L'antimoine en pierre philosophale. Le profane en initié. La pierre brute en pierre taillée. Œuvre au noir, œuvre au blanc. Séparer le subtil de l'épais. Ordo ab chaos. Putréfaction, transmutation. Corruption, génération. Ampleur, exaltation. Passer graduellement de l'ombre à la lumière. Mort et résurrection. Tuer le vivant, ressusciter le mort. Provoquer intentionnellement des synchronicités sympathiques. Maîtriser l'art de lier et de délier. Et inversement. Détourner le regard du spectateur incrédule. Le conditionner, le suggestionner, le sidérer, le choquer, afin de le contrôler mentalement, pour mieux l'illusionner et le domestiquer. Transformer le poison en remède, le venin en élixir, immoler une victime sacrificielle, se scarifier ou déposer une offrande pour obtenir quelques avantages compensatoires de la part d'une divinité, déconstruire un composé naturel, le rendre amorphe, puis le reconstituer à sa guise en une entité artificielle, pulvériser un tout harmonieux en une indéfinité de parties dissemblables, puis réintégrer celle-ci en une nouvelle unité, reconstituée d'une manière factice. Établir un nouvel ordre à partir d'un chaos préalablement déclenché et encadré. Faire du neuf à partir du vieux. Intoxiquer son composé physio-psychologique par l'absorption d'un narcotique hallucinogène afin de vivre le lâcher-prise visionnaire de l'autoprojection animique au sein du mundus imaginalis corbinien. Donner un baiser à l'ideuse sorcière qui se métamorphosera en un instant en superbe princesse. Effectuer la crise salutaire de la descente aux enfers. Mourir symboliquement à soi-même. Rassembler ce qui est éparse en vue de voir le jour une seconde fois. Dépouiller le vieil homme et se réveiller en surhomme illuminé, tel le phénix renaissant de ses cendres, ou tel le serpent revêtant une nouvelle peau. Voici exposés brièvement par les quelques axiomes précédents les principaux fondements des sciences magico-hermétiques opératives. Celle-ci se présente comme un ensemble de procédés ritualisés visant à imiter, par analogie, les processus vitaux et les phénomènes visibles dans la manifestation cosmique, afin de produire une nouvelle entité métamorphosée. Il s'agit de faire passer une matière première d'un état grossier à un état subtil, la reconfigurer artificiellement à sa convenance. De même, le sorcier, le jeteur de sorts, est celui qui maîtrise l'art de subjuguer les gens, d'envoûter par le charme, de manipuler à distance et, plus généralement, il est capable, grâce à ses savoirs et pouvoirs magiques, de produire des actions néfastes sur tous les règnes du vivant. Mauvaise récolte, empoisonnement des eaux,
désordres météorologiques, épidémies humaines, maladies du bétail, etc. Aussi, il convient de constater que toutes les formes de magie noire et de sorcellerie rencontrées à travers le monde, qui opèrent toujours en conférant une intelligence artificielle à une entité décomposée afin de le mouvoir à leur gré, utilisent nécessairement, pour mener à bien leurs sombres procédés théurgico-nécromantiques, des suppôts résiduels et autres fragments fantomatiques disparates d'anciens cultes traditionnels disparus. Vieilles formules magiques, anciennes divinités, figurations symboliques universelles, rituels et techniques divinatoires d'un autre âge, utilisation de bâtiments en ruine, etc., qui seront inversés et réanimés d'une façon sinistrement parodique et mécanique. De ce même esprit tordu, remarquons qu'aucune messe noire ne peut être opérative sans une hostie chrétienne au préalable volée et profanée. De la même manière que pour lancer un mauvais sort sur une personne, l'opérateur doit impérativement se servir d'un ongle, d'une photographie ou d'un peu de peau morte ayant appartenu à sa future victime, en guise de base de travail. Tout l'art magico-occultiste des sorciers consiste à apprivoiser ce que les doctrines orientales dénomment les influences errantes, à maîtriser les résidus psycho-organiques cadavériques, les lier, afin, dans un second temps, de s'en servir malignement, les délier, en les réorientant sur une cible bien précise. Les techniques du domaine surnaturel visent donc à accélérer de manière artificielle les lois de la nature, donner un coup de pouce à la phénoménalité, maîtriser les éléments, transgresser la normalité physique, soit passer outre les déterminismes physico-psychiques auxquels l'existence de l'homme est ordinairement soumise. La magie, blanche ou noire, se présente comme une ingénierie savante, positive ou négative, visant le changement transmutatoire d'un corps en un autre, la décomposition maîtrisée d'une manière première, vivante ou inerte, pour en faire une nouvelle forme sublimée. Le chaudron ou le creuset sert à d'abord dissoudre le composé de base, la baguette ou je suis sur un serpent là ou quoi? De ce même esprit tordu, remarquons qu'aucune messe noire ne peut être opérative sans une hostie chrétienne au préalable volée et profanée. De la même manière que pour lancer un mauvais sort sur une personne, l'opérateur doit impérativement se servir d'un ongle, d'une photographie ou d'un peu de peau morte ayant appartenu à sa future victime, en guise de base de travail. Tout l'art magico-occultiste des sorciers consiste à apprivoiser ce que les doctrines orientales dénomment les influences errantes, à maîtriser les résidus psycho-organiques cadavériques, les lier, afin, dans un second temps, de s'en servir malignement, les délier, les réorienter sur une cible bien précise. Les techniques du domaine surnaturel visent donc à accélérer de manière artificielle les lois de la nature, donner un coup de pouce à la phénoménalité, maîtriser les éléments, transgresser la normalité physique, soit passer outre les déterminismes physico-psychiques auxquels l'existence de l'homme est ordinairement soumise. La magie, blanche ou noire, se présente comme une ingénierie savante, positive ou négative, visant le changement transmutatoire d'un corps en un autre, la décomposition maîtrisée d'une matière première, vivante ou inerte, pour en faire une nouvelle forme sublimée. Le chaudron ou le creuset sert à d'abord dissoudre le composé de base, la baguette ou la formule mantique à le reconfigurer ensuite selon sa volonté. Du reste, toutes les transformations observables
qu'elle soit naturelle ou artificielle, passe nécessairement par un état transitoire de dissolution progressive jusqu'à l'état amorphe de tohu-bohu, pour, dans un deuxième temps, engendrer une renaissance ou une nouvelle entité. Pensons ainsi aux douleurs de l'enfantement, à la graine enfouie dans la terre, à la métamorphose du ver en papillon en passant par l'étape chrysalide, ou bien à la phase transitoire et difficile de l'adolescence avant de passer à l'âge adulte. Il n'est pas inutile également de se souvenir que l'intégralité des rites de passage effectués dans les sociétés tribales ou dans les confréries initiatiques, en tout lieu et de tout temps, ont toujours consisté en un processus d'imitation du mode opératoire, de la manifestation cosmologique et de la phénoménalité naturelle. Il s'agit à chaque fois de mourir à soi-même et au monde matériel extérieur, dans l'optique de renaître en homme nouveau sur un plan plus spirituel. Tout néophyte doit forcément s'auto-sacrifier via un trauma cathartique, une violente rupture de niveau de perception, soit une catabase, une enstase, torture initiatique, mise symbolique au tombeau, descente dans la caverne, engloutissement dans le ventre d'un monstre, long isolement, prise de narcotiques, privatisation de sexe ou de nourriture, etc. En vue de réapparaître sublimé dans la normalité mondaine, avec un état d'être différencié qualitativement, soit une anabase, une extase, actant une supériorité ontologique face au profane, due au détachement complet des liens du corps et du bas psychisme. Le leitmotiv initiatique se résume ainsi: explorer les sombres bas-fonds de son âme individuelle, aller y chercher la torche spirituelle illuminatrice de l'universalité unicitaire, pour finalement revenir dans le monde des hommes avec un regard nouveau. Tel se présente le véritable vitriol alchimique, dont l'acrostiche signifie visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en te rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. À la base de toute transmutation, et d'une manière générale, on rappellera que l'ensemble des doctrines métaphysiques enseignent à cet égard que la mort à un état engendre simultanément la naissance à un autre, et que la somme de tous les désordres est égale à l'unique ordre total. Chapitre 2. Savoir ancestral. Dans un même registre, les divers exotérismes religieux, cosmologie, cosmogonie, rites, mythologie, textes sacrés, légendes populaires, etc., proposent de semblables visions du monde visant à extraire et enclencher des processus néganthropiques, à partir de phases anthropiques préalables. Pensons simplement aux profonds archétypes imaginaux et autres visions symboliques ancrées dans les multiples récits prophétiques abrahamiques, à l'image de la grandiose Apocalypse. Littéralement, le retrait du voile, le dévoilement de Saint Jean, dont le scénario visionnaire nous laisse contempler un solve coagula d'une ampleur cosmique. Tout d'abord, l'horreur du règne de l'Antéchrist et ses tribulations planétaires désastreuses, provoquées par toute une armée de bacilles occultes et autres agents subhumains de corruption. Lucifer, Léviathan, les anges rebelles, les légions infernales, les nations révoltées de Gog et Magog, l'antique serpent-dragon, la synagogue de Satan, la bête écarlate, la prostituée de Babylone, etc. Voyant le cosmos fatidiquement se désintégrer,
au paroxysme du désordre et de la barbarie généralisée. Bien entendu, via l'intervention salvatrice du Messie rédempteur, dans un imperceptible instant, en un changement cosmo-historique immédiat, si l'on peut dire, la phase transitoire de cataclysme accouche d'une ère, d'une humanité et d'un monde renouvelé, lavé de toute souillure, actant par là même l'entrée et ou le retour à l'âge d'or édénique, la descente avatarique de la véritable Jérusalem céleste, de l'épouse ontologique, de la civitas Dei atavique. Il est du reste facile de constater que toutes les cosmologies des traditions mytho-religieuses évoquent clairement l'état terminal du monde sous la forme d'un effroyable désordre terrestre, fait d'innombrables catastrophes naturelles dans un monde marqué par un sinistre chaos social, tenant lieu de phases ténébreuses et anormales de purification de la phénoménalité, une fin du monde transitoire, qui bien entendu sera suivie immédiatement d'un renouvellement auroral de la géosphère et d'une transfiguration ontologique de tous les êtres. Toute fin de cycle suppose donc une brutale révélation, un saut quantique dans l'indistinction chaotique pour voir une aube nouvelle instantanément s'enclencher. La sagesse populaire, avec ses précieux dictons, ses vérités proverbiales, ses préceptes universels et autres aphorismes inconscients ésotériques, a elle aussi conservé bien des facettes de cette vieille connaissance du choc constructif. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Qui aime bien châtie bien. Le poison se transforme souvent en remède. Ce qui ne tue pas te rend plus fort. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Un faux bien pour un vrai mal. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Les plus belles fleurs poussent sur le fumier. Qui veut la paix prépare la guerre. Prêchez le faux pour avoir le vrai. Qui fait l'ange fait la bête. Quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Une de perdue, 10 heures trouvées. La fin justifie les moyens. Combattre le mal par le mal. Il faut savoir sacrifier les pions. Pas de sentiments en affaires. Pour être belle, il faut souffrir. Les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Un mal pour un bien, etc. Quel être humain amoureux, du reste, n'a jamais essayé, dans son existence, de provoquer un petit drame ou une bousculade fortuite afin d'attirer l'attention de l'objet de son désir érotico-passionnel? Quel fin orateur n'a pas tenté de couper délibérément la parole, de déformer sciemment le propos, de ridiculiser ou de violer furtivement le discours de son contradicteur, afin de remporter un débat d'idées? Chapitre 3. Le chaos planifié. En ce qui concerne les sciences humaines plus empirico-rationnelles, anthropologie, psychologie, histoire, politique, sociologie, économie, stratégie militaire, etc. Des schémas identiques de déconstruction constructive se laissent abondamment observer depuis la nuit des temps. Or, à notre époque contemporaine qui sent la fin de cycle, la guerre invisible, avec son lot de mensonges et de piratages sociaux, ses programmes de contrôle mental de masse, et plus généralement, son action visant l'inversion totale de tout ordre humain traditionnel, est plus que jamais mise en œuvre à grande échelle et montre ses effets dévastateurs de toutes parts. Nous nous focaliserons dès lors dans cette présente étude qui ne se veut qu'une humble mise en lumière synthétique d'un vaste sujet d'étude ô combien d'actualité, sur les aspects sociétaux et civilisationnels actuels que peuvent incarner factuellement ces sciences de la subversion, de la manipulation des foules,
de la dissolution pilotée et leurs différents moyens d'action et techniques concrets. Ceci comparable à une véritable alchimie anthropologique ayant quelques étroits rapports avec les célèbres réflexes conditionnés de l'école pavlovienne, sont typiquement repérables en tout lieu et à toute époque. Nous nous pencherons ainsi sur ces lois, occultes et occultées, du double mouvement compensatoire de déconstruction-reconstruction, loi vraiment universelle et principielle. Le sujet qui nous intéresse ici peut se résumer en cette simple formule: agiter le peuple avant de s'en servir, ainsi que le conseillait le diable boiteux Talleyrand, en bon virus humanoïde des peuples qu'il fut. En clair, il nous faut étudier la méthode de cette guerre hybride. Le terme de guerre de 4e génération est également utilisé, qui consiste à opérer une destruction libératrice, un mal nécessaire ou un désordre constructif, soit plus trivialement à utiliser la bonne vieille technique du pompier pyromane. Troubler l'eau pour prendre le poisson, dissimuler une épée dans un sourire, battre l'herbe pour effrayer le serpent, regarder le feu depuis l'autre rive, bruit à l'est, attaque à l'ouest, conseille froidement dans le même registre d'ancestraux stratagèmes de guerre chinois. Dès lors, pour une saine base de travail et l'édification de nos lecteurs, nous tenterons d'appuyer nos propos et nos réflexions sur des sources qui font autorité, les plus classiques et éclectiques. Ainsi, nous citerons surtout dans nos notes finales certaines remarques édifiantes de nombreux théoriciens issus de tout temps et de toute sensibilité idéologique. Gustave Le Bon, Fulcanelli, Guy Debord, René Guénon, Sun Tzu, Machiavel, Aldous Huxley, Schopenhauer, Ibn Khaldoun, Baudrillard, Trinquier, Nietzsche, De Poncin, La Boétie, Bernays, et voilà, Saint-Paul, Louis-Ferdinand Céline, Jacques Attali, Bezmenov, Hillard, Orwell, De Maranche, Saint-Jean, etc. Au demeurant, l'illustration la plus parlante de cette piraterie magico-sociétale nous est incontestablement offerte par celle de l'ancestral cheval de Troie mythologique. Le père symbolique de tous les types de camouflage belliqueux, à la fois séducteur et trompe-l'œil. Rappelons au passage que l'immémorial emblème fédérateur des pirates et des flibustiers, la célèbre tête de mort surmontant une croix formée de 2 os sur fond noir, a une signification proprement initiatique, celle de la victoire héroïque par un self-sacrifice volontaire, tête de mort, s'opérant dans les ténèbres, fond noir, en vue de la résurrection, croix. Il s'agira en clair de bien avoir à l'esprit la technique favorite des élites temporelles, depuis les âges les plus archaïques, à savoir la pratique du trop fameux diviser pour mieux régner, qui met en œuvre d'une façon qui flirte avec le satanisme. L'avertissement évangélique voulant que toute maison divisée contre elle-même périra. Chapitre 4. La subversion militaire. À l'heure actuelle, les guerres ne se font plus sur les champs de bataille traditionnels entre des protagonistes clairement identifiables, mais bien sur des théâtres des opérations au sein même des sociétés et des populations civiles. Tous les secteurs de l'activité humaine, même les plus anodins en apparence, sont devenus des cibles militaires. Les soldats les plus efficaces et dangereux de notre époque,
qui ne revêtent plus des uniformes et des fusils comme autrefois, sont avant tout des agents infiltrés à l'intérieur même de la société ennemie, placés à des postes clés de gouvernance et d'influence idéologique, monde politique, monde intellectuel, grandes entreprises, médias, universités, publicités, showbiz, etc. Pour souiller lentement, mais sûrement, les logiciels identitaires des individus, transformer subrepticement leur paradigme collectif pour mieux les instrumentaliser. Le but ultime d'une telle stratégie militaire est ainsi d'affaiblir un rival par le moyen d'une remise en question des piliers sur lesquels s'appuie sa position, en agissant secrètement à l'intérieur de son corps social pour métastaser ses structures psychologiques et casser ses valeurs fondamentales. Nous sommes là en face de l'art subtil de détruire furtivement un ennemi, en plein dans la stratégie subversive et ses modes opératoires de combat souterrain, visant à faire basculer une situation de conflit à son avantage en ayant le moins de pertes possible dans ses rangs. Les objectifs militaires restent les mêmes que la guerre dite classique, bien que les stratagèmes, secrets ou au moins quasi imperceptibles, quoique tout aussi violents, peuvent prendre d'innombrables formes extérieures tout à fait différenciées. C'en est à tout jamais fini des beaux codes de conduite et des règles d'honneur chevaleresques, avec leur franche éthique et leur droite virilité combative. Place désormais à la froideur des sciences ponérologiques appliquées. Nous donnerons quelques illustrations caractéristiques de ces méthodes guerrières d'un nouveau genre. Gagner la guerre de manière occulte ou cinématique, en attaquant par l'infiltration des consciences et le changement de la tournure d'esprit, via l'école, la propagande médiatique, l'illusion spectaculaire, de la société ennemie, sans passer par le combat physique armé. Inventer des idiots utiles en tant que pions à sacrifier en guise de couverture, et afin de rester invisible lors d'opérations tant offensives que défensives. Entretenir une crise larvée entre tous les membres du groupe visé, et parallèlement canaliser les haines mimétiques de foule en créant des grands méchants factices ou en offrant des boucs émissaires à la vindicte populaire. Procéder à des génocides invisibles, tels des démolitions de bâtiments contrôlés, télécommandés à distance via des charges explosives successives, c'est-à-dire massacrer l'adversaire, réduit en une masse amorphe, facile à piloter, à dose homéopathique, régulière, sans jamais se faire voir, par le pourrissement social généralisé, la lente lobotomisation des cervelles, l'affaiblissement insidieux des corps et des âmes de la force opposée, etc. Conditionner la conscience collective par une incessante propagande faite de répétitions de slogans abrutissants, de formules chocs, de discours enflammés, de musique entêtante et d'images subliminales. Joseph Goebbels, en maître S propagande, affirmait cyniquement: un mensonge répété 10 fois reste un mensonge. Répété 10 000 fois, il devient une vérité. Organiser des politiques de vagues migratoires de masse, de tensions communautaires et de grands remplacements par métissage forcé, dans l'objectif insidieux d'affaiblir le socle ethno-culturel et l'homogénéité d'un peuple circonscrit, en démantelant tous ces particularismes différenciateurs et unificateurs. Outre l'affaiblissement ontologique de la population ennemie, la tactique subversive s'appliquera également à détruire son patrimoine culturel et à enlaidir le paysage extérieur par des politiques de terre brûlée pour lui enlever l'idée d'aimer son pays et de le défendre.
créer de toutes pièces des désordres politiques et des confusions sociales, puis proposer des solutions miracles, préalablement modélisées, afin de passer aux yeux de tous pour le sauveur providentiel de la situation. Ou alors, suivant le même type de schéma, manigancer des actes terroristes dans le but de faire plus facilement accepter au peuple, sidéré et en demande urgence de sécurité, des lois autoritaires et liberticides qu'il aurait été difficile d'imposer en temps normal. Pour prendre un exemple contemporain, la Banque internationale a fabriqué le terrorisme islamique afin de faire admettre aux populations la suppression de l'argent liquide et leur futur esclavage numérique. Instrumentaliser les conflits en se faisant toujours passer pour la victime. Jouer le rôle de l'agressé permanent et gagner la sympathie de l'opinion collective par sentimentalisme, dans le but de justifier de faux casus belli, de légitimer des frappes préventives, mais chirurgicales, comme il se doit. Par la suite, et de pratiquer en toute impunité ce que l'on nomme cyniquement le droit d'ingérence. Pour faire bref, il s'agira donc d'instaurer un totalitarisme acceptable et d'attaquer subtilement tous les points faibles du camp d'en face. En construisant de A à Z des encloisonnements carcéraux d'esclaves volontaires en tout genre, et par là même, par effet boule de neige, en faire des générations humaines entières de chapons démoralisés, de volontés domestiquées, d'ombres animiques revêtues de peau, d'individualités des corps parcellaires, de dépressifs névrosés, décervelés chimiquement dépendants ou autres aliénés suicidaires. L'objectif militaire principal de cette sorcellerie sociale est de causer le maximum d'entropie dans une cible donnée, tout en subissant un minimum de choc en retour, pour employer le même langage que la science balistique. On parle généralement de ces stratagèmes agressifs occultes en termes de guerre froide, guerre subversive, guerre stratégique, guerre préventive, guerre psychologique ou guerre non conventionnelle. Pour donner un seul exemple significatif, n'oublions pas qu'afin d'identifier les principaux leaders d'opinion adverses, en vue de les éliminer préventivement juste avant de mener leurs actions révolutionnaires de grande envergure, les bolcheviks ouvraient des associations pro-tsaristes en 1916. L'histoire universelle regorge de piratages civilisationnels de ce type. Elle est constamment peuplée d'invisibles planifications militaires machiavéliques, faites d'ingénierie sociale négative, de techniques de guerre psychosomatiques cachées, mais d'autant plus agressives, ou encore de plans bien réfléchis d'inoculation rhizomateuse de peste, magico-sociologique. La véritable et perpétuelle réelle politique, avec ses moyens d'action d'une nature par définition opaque, nous fait en effet voir d'incessantes opérations militaires souterraines savamment menées, des envois de bacilles sociaux cancérigènes, d'espions infiltrés et autres agents civils corrupteurs lors des luttes à mort discrètes entre les grandes forces politico-sociales concurrentes. Youri Bezmenov, un ancien membre du KGB, évoque ainsi 4 étapes cancéreuses successives en vue d'écraser militairement une société par un mode opératoire subversif. Démoralisation de la population, déstabilisation du modèle social, crise générale, normalisation de la situation. En résumé, on crée et diffuse sciemment des virus sociaux de différentes natures. Attentats sous faux drapeau, mensonges et rumeurs médiatiques, organisation de crises économiques et migratoires, propagation d'idéologies subversives, etc. En vue de justifier un renforcement des défenses immunitaires du groupe, et ainsi accroître insensiblement les moyens de contrôle des individus
et la mainmise sur leur destinée commune. Il y a déjà plusieurs millénaires, Sun Tzu énonçait dans son petit traité chirurgical dédié à l'art de la guerre, en quelques aphorismes fulgurants, les principes stratégiques primordiaux de la subversion militaire. De subvertere, en latin, renverser. On y lit, par exemple, « L'art suprême de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combattre. » La guerre a le mensonge pour fondement et le profit pour ressort. Tout l'art de la guerre repose sur la duperie. Une armée est victorieuse si elle cherche à vaincre avant de combattre. Elle est vaincue si elle cherche à combattre avant de vaincre. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. En tuer un pour en terrifier un millier. Quand vous êtes capable, feignez l'incapacité. Quand vous agissez, feignez l'inactivité. Quand vous êtes proche, feignez l'éloignement. Quand vous êtes loin, feignez la proximité. Du reste, afin de clarifier en peu de mots sa pensée quant à la marche à suivre pour tromper et détruire un adversaire, le vieux stratège chinois explique, dans un langage plus imagé, « Vous vous présentez d'abord comme une vierge timide. L'ennemi laisse béère l'ouverture. Alors, rapide comme le lièvre, vous vous engouffrez dans la brèche sans lui donner le temps de la refermer. » Chapitre 5. Les grands marionnettistes. De façon similaire, ce mode opératoire visant à séduire, à sidérer et à obtenir la confiance de son ennemi en vue de plus facilement l'éliminer par la suite, se retrouve dans bien d'autres domaines que la stratégie militaire pure. Ainsi retrouve-t-on ces stratagèmes vieux comme le monde omniprésent aujourd'hui dans les sens social, politique et économique, techniques de vente et de communication, management, marketing, diplomatie, relations publiques, ingénierie de toutes sortes, ressources humaines, publicité, mode, jeux de société, etc. La formule magique secrète s'appelle ici le phishing, hameçonnage, art qui rassemble tout un corpus de techniques plus ou moins élaborées, de camouflage séducteur en vue d'appâter une proie. Il s'agit de ne pas être vu tout en étant bien là, tel le caméléon, à l'image du poisson dupe, trompé par l'appétissant asticot idiot, utile, masquant le crochet qui est là pour le torturer jusqu'à la mort. Le phishing consiste à subjuguer son ennemi ou séduire son client, cela revient au même, sans se faire connaître afin d'amener volontairement ou inconsciemment ce dernier vers le piège qu'on lui aura préalablement tendu, causant sa propre perte sans en avoir véritablement conscience. Le voile rouge du torero cachant à la vue du taureau l'arme qui va le transpercer est une fidèle analogie de cette méthode de la carotte qui peut prendre un nombre indéfini de formes diverses et variées. Le principe consistera toujours à tromper l'autre sans en avoir l'air, à usurper sa véritable identité, à rendre admissible l'inadmissible, à faire sauter à pieds joints l'ennemi dans la gueule du loup, à organiser son aliénation par le spectacle, à lui faire croire que l'armée du crime est un jouet inoffensif et la mort douloureuse un plaisir recherché.
L'économie financiarisée d'aujourd'hui nous offre ainsi l'exemple caractéristique d'une vaste duperie mondiale acceptée sans broncher. Les grands trusts bancaires se sont petit à petit octroyés aux yeux de tous, au terme d'une longue lutte souterraine acharnée à coups de pactes secrets, d'assassinats masqués, de corruption généralisée des gouvernements et de mensonges permanents aux populations, l'impensable privilège quasi démiurgique de créer la monnaie ex nihilo, et par là même de lui conférer une valeur fictive, sans contrepartie palpable, c'est-à-dire produire purement et simplement l'argent, le nerf de la guerre, mais aussi de la paix, sur du vent, s'assurant ad vitam aeternam le monopole économique planétaire, tant sur le capital foncier que fiduciaire, grâce à l'orchestration d'un vaste processus d'hameçonnage par le monde financier, bien aidé en cela par la grande presse et ses analystes spécialistes mensongers. La pièce d'or a magiquement disparu, au profit de l'argent dématérialisé. On nage là en plein illusionnisme globalisé, sachant que le concept de monnaie d'échange ne repose que sur la seule confiance qu'on veut bien lui accorder. Une croyance compactée, dira-t-on. Du reste, de nos jours, dans les luttes économico-commerciales internationales, tout le monde sait très bien, sans pourtant l'admettre, que ce sont toujours quelques oligarques agioteurs, banksters apatrides, super bourgeois libéraux libertaires, actionnaires des grandes entreprises et hautes aristocrates de l'argent papier imprimé sur photocopieuse. Les éternels gagnants grâce à la magie et la numérologie kabbalistique de leurs sacro-saintes pratiques. Usuraires, exponentielles. Appelés plus trivialement prêts à intérêt, monnaie de singe, planche à billets, quantitative easing, ou encore dette souveraine. Pour ne pas dire vampirisme économique et privatisation complète des richesses terrestres. Napoléon Bonaparte rappelait deux vérités immuables en affirmant que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et que l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Les grands vainqueurs de tous les événements forts de l'histoire récente, soit les maîtres absolus de l'ordo ab chaos planétaire, sont invariablement les marchands de canons, c'est-à-dire ceux qui pèsent le plus lourd économiquement, soit le grand capital apatride qui finance secrètement tous les efforts de guerre des pays rivaux, qui finance les plus effroyables modes de destruction et autres machines à broyer de tous les camps en présence, et qui, au final, finance la désinformation de la grande presse, toutes les vastes campagnes de propagande de masse, les chars d'assaut et les canons, les hôpitaux et les médicaments, les grands plans nationaux de reconstruction et de relance économique, ainsi que les réseaux d'influence intellectuelle et autres centres culturels névralgiques, catalyseurs d'idéologies bien pensantes et matrices de la pensée dominante, think tank, sociétés de pensée, grandes universités, partis politiques, sociétés secrètes, leaders d'opinion, groupes de pression et autres réunions élitistes transcourantes. Nous sommes là en face d'une sorte de mort à crédit célinienne mondialisée, d'une pyramide de Ponzi globale. Dès lors, celui qui possède le plus gros chéquier, celui qui vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué, contrôle systématiquement derrière le rideau les corps et les âmes des sociétés. Outre son monopole sur les moyens matériels classiques de coercition, l'oligarchie financière, possédant tous les réseaux de communication et les moyens de diffusion des informations, a sous sa tutelle l'ambiance, la tournure d'esprit et la psychologie générale. Elle contrôle le paradigme de toute notre époque. On rappellera toutefois, pour ne pas être accusé de complotisme, que du point de vue macrocosmique, cette élite marchande
ne constitue qu'un simple symptôme viral, un bacille sociétal, facteur d'entropie générale, dont le rôle inconscient est d'accélérer le pourrissement cadavérique de notre fin de cycle civilisationnel. De même, historiquement, tous les pouvoirs temporels qui ont pratiqué des politiques subversives, impérialistes ou révolutionnaires ont toujours été emportés et désintégrés par les forces anthropiques qu'ils déclenchent préalablement. À trop vouloir jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Et, à plus forte raison, on ne se joue jamais impunément du chaos. Au surplus, remarquons que le pouvoir réel n'est plus visible, comme il l'était autrefois, à coups de couronne, de sceptre et de pourpre, mais s'accomplit en coulisses derrière des politiciens fantoches et des technocrates ultra spécialisés, totalement dépersonnalisés et déresponsabilisés. Nous assistons à l'établissement définitif du secteur privé, monde bancaire et complexe militaro-industriel, à la tête des populations. De fait, il est normal que l'on parle communément de nos jours de gouvernement invisible, d'éminence grise, de shadow cabinet, d'establishment et d'état profond, pour ne pas dire franchement pouvoirs occultes, ou supérieurs inconnus. À l'heure actuelle, les officines de com, les comités d'entreprise, les lobbyistes, les publicitaires et autres spin doctors, à l'image de la conspiration au grand jour, prônée depuis plus d'un siècle par H.G. Wells, ne cachent même plus le fait qu'ils construisent littéralement notre paradigme, comme ces images retouchées par Photoshop, pilotant l'ensemble des modes, des idéologies, des programmes politiques, des visions du monde et de l'imaginaire collectif. Ainsi parle-t-on ouvertement et communément d'offres politiques. Fabrique du consentement, fabrique de l'opinion, fabrique de l'histoire, persuasion clandestine, open conspiracy, reality building, storytelling, télé-réalité, consensus public, opinion internationale, consentement universel, etc. Ainsi, l'histoire enseignée dans nos manuels scolaires et nos grandes universités, avec un L apostrophe et un grand H, et son fameux sens allant du singe de Frankenstein en passant par l'état humain, n'est qu'une histoire inventée de plus, qu'une vulgaire fable convenue, pour reprendre les mots d'un personnage de Voltaire, servant essentiellement à légitimer les pouvoirs dirigeants en place. Ayons donc toujours en mémoire ces préceptes lapidaires issus du Prince de Nicolas Machiavel. Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire, et même d'y penser. Un prince n'a donc qu'à maintenir son état, tous les moyens dont il se sera servi seront toujours trouvés honnêtes, et chacun l'en louera, car le vulgaire ne se prend qu'aux apparences, et ne juge que par les événements. Il faut amadouer les hommes ou s'en défaire. Chapitre 6. Le divertissement de masse. La recette magique pour dominer et maintenir une population entière dans une soumission docilement acceptée, voire le pire esclavage volontaire, impose sa totale séduction, en s'activant chez tous les individus les zones du bas psychisme liées au plaisir immédiat du ventre et du sexe, en jouant sur leurs penchants bestiaux. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. L'œuvre du diable, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner de la mention de Dieu et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ?
proclame expressément le Coran. Versets 90-91. Dans une optique belliqueuse, l'ouverture de maisons closes ou de tavernes dans la société ennemie s'avère souvent bien plus efficace et moins coûteuse qu'une invasion militaire ou qu'un bombardement massif. La promotion mal intentionnée du divertissement et du vice chez un peuple adverse, soit ce que l'on nomme aujourd'hui plus poliment le soft power, peut du reste être comparé à une magie cérémonielle de masse, à un vaste conditionnement imaginal, dans le but de rabaisser au maximum le niveau de décence commune et de dignité humaine. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, et les outils de la tyrannie. Observez tout simplement Étienne de la Boétie dans son intemporel discours de la servitude volontaire. Panem et circens. Du pain et des jeux, disait-on à Rome, en pleine décadence, où orgies et combats de gladiateurs étaient quotidiennement au programme, à la veille de son effondrement civilisationnel. Ici, la phraséologie marxiste pourrait, à juste titre, évoquer la victoire et l'établissement de la dictature terminale du capitalisme spectaculaire, ou de la marchandisation du spectacle, sur le prolétariat aliéné et paupérisé. Louis-Ferdinand Céline aurait résumé cela en 2 mots, tam-tam et bibine. La stratégie militaire repose ici sur la distraction et le manque de méfiance de l'adversaire, soit rompre sa volonté de défense et ou de révolte, en lui tendant le piège irrésistible de la débauche lubrique, de l'insouciance ludique et du gavage gourmand. Il s'agit de le plonger sciemment dans une euphorie supersensorielle et dans une facilité infrarationnelle pour le noyer progressivement dans une torpeur subintellectuelle désarmante. En clair, il faut favoriser les comportements dissolus et grégaires chez l'ennemi afin de l'auto-emprisonner dans le plaisir séducteur d'un confort mortifère généralisé. « Fais ce qu'il te plaît », murmure à l'oreille Satan, le libéral libertaire par excellence. La manipulation malveillante s'appuyant sur les 2 grands ressorts de l'être humain, à savoir les besoins du sexe et du ventre, est assurément le moyen le plus sûr pour briser sa volonté d'autodéfense, et par là même le domestiquer plus facilement. Le messianisme suprématiste des bacilles colonisateurs WASP a très bien compris que les casinos, le Jack Daniels et la télévision offerts gentiment à l'intérieur de camps de concentration à ciel ouvert ont été bien plus efficaces que les batailles en corps à corps classiques pour éradiquer massivement les peuples indiens traditionnels. Aussi est-il important de rappeler qu'étymologiquement, les verbes divertir ou pervertir, dit et per, divisé, coupé en 2, virtus, virilité intérieure, énergie, vertu, courageux, signifie littéralement efféminer un individu, lui retirer sa force morale active, sa discipline, sa volonté, son amour-propre et, d'une manière générale, toute sa valeur ontologique supra-animale, c'est-à-dire attaquer systématiquement l'hégémonicone des individus. En tant que souverain intérieur ou être véritable, le fracturer par le biais des tentations du diabolos, en tant qu'éternel diviseur, trompeur, séducteur, mauvais imitateur, singe de Dieu, menteur et adversaire, que l'on porte tous en nous-mêmes,
Par cette tactique véritablement satanique de séduction et d'illusion ontologique des membres du camp adverse, soit en faisant passer l'ombre pour la lumière, comme à l'intérieur de la caverne platonicienne, on inverse la nature humaine, on organise délibérément la défaite de l'être face à l'avoir, la fuite honteuse du chevalier solitaire face au dragon anthropique. L'objectif de la manœuvre est simple, faire en sorte que l'ennemi à abattre se détende, s'amuse, s'oublie et finalement s'éclate en toute insouciance, à l'image de la grenouille cuisant à feu doux sans s'en rendre compte. Selon l'heureuse expression goethienne, on peut affirmer que nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être. Au demeurant, notre monde moderne viril, qui est orchestré par le management, la science de la bonne tenue d'un ménage, et par le marketing, l'art de bien faire les emplettes au marché, de nos pseudo-élites marchandes, souvent porteuses de gants et de tabliers dans leur loge de concierge maçonnico-jacobine, ne peut que mettre en œuvre une Weltanschauung déstructurée, voire inversée, où l'homme se féminise et la femme adopte un comportement masculin, englué dans l'utilitaire et le matérialisme, soit une vision de jeune fille, de tapette, de ménagère de plus de 50 ans, de cougar, de métrosexuel, de transgenre, de femme-objet et autres Lolita, pour ne pas dire de drag queen ou de Conchita Wurst. Notre quotidien gargantuesque est devenu le règne obligatoire du carnaval érotico-théâtral, où seule la séduction spectaculaire, le désir des objets et la jouissance immédiate offerte par le pouvoir d'achat comptent vraiment. La lourde ambiance pré-apocalyptique de l'époque actuelle ressemble à une grotesque danse macabre, à l'échelle du globe, à un vaste zombie day, entre le jeu paralympique, la gay pride et le vaudeville burlesque planétaire, célébrant le fétichisme de la marchandise hypnotique, la victoire hologrammique de la matière spectrale. Effectivement, la société contemporaine qui s'écroule devant nos yeux embrumés ressemble à s'y méprendre aux anciennes festivités de type carnavalesque, aux archaïques rites orgiaques, aux saturnales de l'Antiquité, aux fêtes de l'âne, aux fêtes des fous et autres charivaris médiévaux. Le divertissement spectaculaire de masse a véritablement remplacé les anciennes cérémonies rituelles collectives. Le mythe du progrès matériel linéaire, celui du renouvellement des cycles cosmiques. Nous vivons ainsi dans un air du temps sans dessus-dessous, où les meilleurs sont rabaissés et les mauvais élevés, où toute la bêtise populaire peut s'exprimer et où le mal est récompensé, qui s'apparente tout à fait au sinistre carnaval perpétuel, et à la grande parodie prévue laconiquement par René Guénon. Notre société offre le tableau désolant d'une immense tentation de Saint-Antoine, où toutes les normes et hiérarchies sociales ont été délibérément prises à rebours, où chaque individu porte le masque de ses penchants les plus malsains, où la morale publique a été volontairement chamboulée, où la promiscuité sexuelle et les débits d'alcool sont autorisés, où le borgne, à la fois initié, pirate et diable, a été sacré roi des aveugles. Le monde moderne produit d'infinis brainstorming scientifiques et autres groupes de réflexion néo-darwinistes réunissant nos druides en col blanc, se présente comme la société-système terminale de la quantité, de l'inversion, de la consommation, du spectacle, du gadget, du paraître, du simulacre, de l'indécence, de l'avoir, du porno, du discount, du gore, de l'obésité, du clonage et du transhumain.
voire du post-vivant. Ce monde, disons-nous, voit toute valeur, toute moralité et tout ordre intégralement inversés. Ontologiquement, les formes de participation utiles au collectif se sont évanouies dans une immense mascarade plébéienne, atomisée en d'égocentrique représentation clownesque. D'une manière générale, tous les types de désinvolture, de dépravation, d'addiction, de laxisme et de comportement grégaire seront ainsi fortement encouragés pour tout pouvoir dirigeant, afin d'asseoir sa suprématie hiérarchique sur une large part de la population ou d'exercer sa suprématie géopolitique sur un pays adversaire, en toute discrétion. En un mot, c'est précisément le concept du tititainment prôné par Zbigniew Brzezinski après le choc pétrolier des années 70. Mettant fin à la phase des 30 glorieuses et ouvrant celle de la fin de l'histoire. C'est-à-dire l'endormissement hédoniste de la population dans la gigantesque séduction subjective du plaisir physio-psychologique, autodestructeur, dans une torpeur infrapsychique généralisée, faite d'un cynique mélange de titise, les seins érotico-maternels réconfortants et tranquillisants, et d'entertainment, l'hypnose spectaculaire de la foule par le cinéma, la radio, le sport, la télévision, Internet, etc. Mai 68, yéyé, beatnik, floor power, LSD, Woodstock, bikini, jazz, cocaïne, rock'n'roll, THC, rap, ecstasy, techno, burkini, et ainsi de suite. Un monde à la renverse, fait d'une subtile ambiance artificielle de guimauve mortifère entre Alice au pays des merveilles, Orange Mécanique, Trainspotting et Matrix. Comme le disait froidement Guy Debord, le spectacle est le soleil qui ne se couche jamais sur l'empire de la passivité moderne. Le spectacle dans la société correspond à une fabrication concrète de l'aliénation. Le spectacle en général comme inversion concrète de la vie est le mouvement autonome du non-vivant. Chapitre 7. La guerre cognitive. Par là même, dans tous les aspects de la civilisation occidentale moderne, ou postmoderne, qu'importe, l'œil avisé trouve toujours devant lui le principe, tant alchimique que logique, de la déconstruction opérée sciemment en vue d'une reconstruction synchronique. Aujourd'hui, toute forme de cohésion sociale, en tant qu'entité cible prioritaire, se doit d'être méthodiquement pulvérisée en un nombre indéfini de sous-parties dissociées. L'objectif de ce type d'ingénierie sociale négative consiste à complexifier au maximum la structure de l'adversaire, afin de le désorganiser en entier et la rendre de facto plus malléable. Il s'agit de concasser le corps ennemi et de saboter son fonctionnement en organisant l'entropie en son sein, pour d'autant mieux le reconfigurer à sa guise par la suite. Contrairement à l'organicisme naturel, où chaque partie se trouve intégrée au sein d'un unique tout, supérieur et fédérateur, la subversion planifiée des individus et des sociétés, prenant tout à rebours, tente par tous les moyens de désunir les organismes sains, soit de multiplier leurs subdivisions internes en s'appliquant à couper tous les anciens liens de solidarité, littéralement opérer une aliénation, soit dessouder les murs porteurs, à supprimer les corps intermédiaires et à s'aborder
les interdépendances viables qui régissaient normalement les organes. Le principal but de ce stratagème est bel et bien la mise à mort programmée du camp adverse par un lent travail de sape de ses fondations. En attaquant systématiquement toute attache familiale stable et autres réseaux traditionnels, en piratant toute valeur morale, toute identité formatrice et autres comportements naturels, songeons par exemple à l'attaque faite actuellement contre l'identité sexuelle avec l'agressive promotion de la théorie du gender ou du mariage gay, sans parler du sinistre transhumanisme, des morbides GPA-PMA, de l'absurde antispécisme et de l'éducation sexuelle dès la petite enfance, en inversant toute idée structurante. Exemple, les changements ou l'inversion du sens des mots et autres réformes de l'orthographe. Et plus généralement, en démantelant toutes les formes de pensée humaine pérennes, créatrices ou fédératrices, au profit de philosophies nihilistes. Cela implique donc de souiller en profondeur la psyché, tant individuelle que collective, pour la dissoudre et, de fait, mieux changer ses fondements naturels et ses bases structurantes. Faire table rase du passé, tel est l'éternel slogan de toutes les révolutions. Il faut la suggestionner, la démoraliser, la pulvériser, la vider, la re-remplir, puis finalement la diriger de son plein gré contre elle-même. Au niveau psychologique, d'identiques phénomènes de déconstruction contrôlée, visant méthodiquement à fractionner les connexions de l'être pensant et à morceler toute la personnalité humaine en multiples fragments subconscients, sont bien identifiables. La technique consiste à brouiller complètement les neurotransmetteurs d'un sujet, à déstructurer sa raison et perturber sa mémoire, afin de les remodeler dans un second temps, pour en faire au final l'utopique homme nouveau, un être dénué de racines, de spiritualité et de qualifications ontologiques, promues par les révolutionnaires de toutes les époques. La réussite du contrôle mental, mind control, d'un individu, passe en effet nécessairement par une phase de division interne, de dissociation cognitive et de chaos ontologique délibéré. Pour cela, il faut pirater la partie neuropsychique d'un sujet au moyen de viols furtifs du cerveau, d'attaques subliminales ou de violents chocs physico-émotionnels, chocs génétiques, à l'exemple de la lobotomisation par pulsion électrique, la privation de sommeil, l'isolement sensoriel ou l'administration de produits chimiques, couplés de chocs épigénétiques via décognition infantilisante, bourrage de crâne, stress test au moyen d'images son, ordre contradictoire et autres tortures mentales, en vue d'atteindre sa complète sidération post-traumatique et le total lâcher-prise de sa conscience. Soit s'octroyer le plus de temps de cerveau disponible et annihiler toute forme de défense intérieure chez l'adversaire. Raison, logique, volonté, mémoire, confiance, etc. C'est un Canadien anglais, c'est un WASP, là. Je veux dire, c'est un cocu par nature! Une fois cette autodissolution provoquée, ce brainstorming intégral à coup de virus cognitif qui peut du reste être comparé au bug d'un logiciel informatique ou au court-circuitage d'une machine, la victime, privée de sa logique raisonnée, de sa volonté et de sa capacité de jugement, est désormais prête à recevoir sans défense toutes les suggestions trompeuses venues de l'extérieur, à intégrer passivement en sa personnalité n'importe quelle information, ne serait-ce qu'un seul mot-clé ou une image subliminale, qui lui seront à l'avenir susurrés à l'oreille,
pour au final le piloter à distance et l'amener à accomplir des actions dictées, allant parfois jusqu'au crime ou aux attentats, de manière intégralement inconsciente. On peut constater que ce principe de déprogrammation-reprogrammation psychologique, à la base de toutes les formes que peut prendre le contrôle mental d'un individu ou d'un groupe, est une nouvelle fois similaire aux procédés magico-alchimiques de dissolution, coagulation. Au niveau sociologique, le même type de stratégie du choc ou politique de la tension, à l'exemple de la terreur française ou des années de plomb italiennes, est fréquemment appliqué pour faire basculer une situation sociopolitique et manigancer une transformation de paradigme à son avantage. Le pouvoir réel organise de faux attentats commis par des idiots utiles ou des repris de justice, afin de créer un climat de sidération et de panique chez les populations civiles, un état d'urgence, qui, de fait, demanderont plus de sécurité, plus d'autorité, plus de contrôle et accepteront très docilement les changements brutaux et les réformes coercitives prévues en amont. Cette tactique de division exponentielle de la société adverse se traduit par une explosion voulue des anciens modèles traditionnels organicistes, en cassant toutes les lois normatives, les vieilles attaches et autres solidarités qui ordonnaient et hiérarchisaient jadis les populations, et en coupant toute continuité dans la transmission intergénérationnelle. Jean Baudrillard qualifiait à juste titre ce dirigisme négatif où les groupes sociaux et chaque individu sont rangés de force dans une case isolante, de mauvais génie du social. En effet, ce type de rupture téléguidée d'un modèle civilisationnel, dans l'intégralité de ses fondations et de ses structures, est la plus lente mais la plus efficace méthode pour proprement désorienter ou désaxer une société ennemie avant de la soumettre totalement. Ce fatal démantèlement, élaboré et accompagné du début à la fin de toute l'harmonie d'un corps social, cet inorganicisme généralisé, pourrait-on dire, s'appuie sur la persuasion par suggestion contagieuse, sur la large promotion de l'égalitarisme démocratico-socialo-communisto-humanitaro-individualiste, sur l'organisation de faux clivages idéologiques, sur la gestion savante des phénomènes de foule, du formatage des idées, des comportements et des modes de vie, du nivellement sous-qualitatif par la standardisation de tous les aspects de l'existence. Exemple, behaviorisme, fordisme et taylorisme. De la marchandisation du vivant, de l'indistinction culturelle et intellectuelle des masses. La technique consiste donc à créer le plus de conflits mimétiques possible au sein des populations instrumentalisées. Au moyen, par exemple, de la lutte des classes, de la promotion du communautarisme et du multiculturalisme, du culte de la révolution permanente, des lendemains qui chantent, et du progrès technologique, de la flexibilité du travail, et de la division des tâches, de la destruction des familles, des religions et des groupes d'entraide, de la multiplication des courants de pensée, des partis politiques, des sectes et des sous-cultures. Tous divergent. Il s'agit de suggérer le mécontentement, la sédition et le mal-être du cheptel ennemi, réunis en foule qui, par effet de contagion, va accentuer la fragmentation entre tous ses membres internes, jusqu'à l'autodissolution intégrale dans une fade homogénéité stagnante. En bref, l'ingénierie sociale négative vise à l'arasement de toute différenciation organique d'une société dans une sorte de soupe primitive, revenir à l'état indistinct de materia prima
qui servira de potentialité et de base plastique à l'avènement d'une nouvelle entité transfigurée via l'apport extérieur d'une forma directrice. À cet égard, le sociologue Zygmunt Bauman, étudiant la question de cette vaste fracture sociale savamment entretenue, utilisait l'expression frappante de « société liquide ». La finalité de ce processus subversif de décomposition sociétale doit ressembler à un gigantesque bouillon de culture, quelque chose entre le pudding gélatineux et le magma incandescent, à une crise permanente de rivalité mimétique inextricable entre tous les membres du groupe social, concurrence exacerbée, délinquance, divorce, incompréhension intergénérationnelle, révolte continuelle, mouvement migratoire, guerre civile, chacun pour soi et tous contre tous, sont au programme des festivités. Dans cette confusion générale, les hommes sont alors divisés entre eux-mêmes, mais également, ce qui est bien plus grave, contre eux-mêmes, devenant de simples entités numériques, dépourvues de la moindre qualité personnelle. Au niveau géopolitique, des pratiques similaires de complexification mal intentionnées et de remodelage sous-qualitatif sont largement appliquées sur les anciens peuples et leurs territoires en vue de réaliser le projet multiséculaire d'un unique gouvernement mondial. Le New World Order, la République universelle, le village planétaire, la communauté internationale, etc. Dirigés par les élites bancaires transnationales et autres marchands apatrides. En interne, les populations et leurs terroirs ont été ainsi intimement modifiés, regroupés grossièrement en des États-nations factices et profanes, désorganisés à l'extrême par des politiques systématiques d'hypercomplexification administrative, avec l'apparition du concept tout artificiel de frontières, et autres programmes de régionalisation, sans compter la mise en place de départements, communes, districts et autres subdivisions locales. Le principe de collectivité artificielle, égalitariste, uniformisante et plébéenne a remplacé celui de communauté organique, hiérarchique, différenciée et aristocratique. Toutes les anciennes formes viables d'unité civilisationnelle sacrale ont été petit à petit déconstruites et mélangées par les divers nationalismes promus par le parasitisme utilitaire bourgeois. Pensons simplement à l'invention récente de la nation française, la mère de l'antitradition démocratico-laïque, née dans l'usurpation sacrilège, Philippe le Bel, le faux monnayeur, le mensonge, les fables de l'ampoule apportée par un pigeon ou de la sorcière Jeanne d'Arc, la révolution régicide, le meurtre de masse, génocide vendéen, la haine féroce contre l'autorité spirituelle légitime de l'Église, torture, viol et assassinat de milliers de religieux et religieuses réfractaires, et la souillure encouragée des derniers reliquats de la chrétienté traditionnelle, vandalisme, perquisition, démolition des monuments sacrés et châteaux. En externe, les pays sont au contraire rassemblés dans d'immenses blocs supranationaux artificiels, de type UE, dépourvus d'esprit de corps unificateur et d'âme fédératrice, soit des singeries du véritable impérium sacral, aidant et accélérant cela la stratégie mondialiste du chaos général organisé et du choc des civilisations, soit l'expression polie définissant la mise à mort des peuples différenciés, ainsi que la mise en place d'un état de guerre perpétuelle à l'échelle de la planète entre le monde dit civilisé et les quelques peuples insoumis à son projet, encore porteurs de valeurs non marchandisables, en tant que piratage global à fonction eschatologique, élaboré et prôné de longue date.
Chapitre 8. Trucage paradigmatique. En outre, au regard de l'histoire récente, toutes les révolutions sociétales importantes, les grands conflits géopolitiques entre grandes puissances et autres bouleversements historiques majeurs touchant les civilisations humaines ont été, sont et seront un inextricable chaos organisé au sein des masses populaires passives, par une poignée d'élites agissantes, fabriquant de toutes pièces, en brainstorming feutré, l'entropie de foule et la confusion des esprits, sidérant les populations par l'effet choc des false flag attaques, du terrorisme d'État, embrigadant les foules hypnotisées par l'illusionnisme politico-historique des révolutions colorées, à l'exemple de mai 68 ou des récents printemps arabes, façonnant l'opinion publique, le politiquement correct, la bien-pensance, le conformisme, la langue de bois et la pensée unique à grands coups de propagande spectaculaire, démagogique et autres répétitions lobotomisantes de slogans minimalistes. Le changement, c'est maintenant. Et était ainsi le cri de ralliement infrahumain de la gauche française lors de l'élection présidentielle de 2012, poussant à tout prix à un progressisme mensonger, à un utopisme historique illusoire, à une course folle et sans fin au progrès, au changement, à la croissance, au Yes Weekend, aux réformes, à la relance et à la positive attitude, écrivant les manuels scolaires tendancieux et le storytelling officiel qui se négocie derrière les coulisses du théâtre mondain. Antonio Gramsci résumait cet état de fait en une formule efficace. L'illusion est le chiant-dent le plus tenace de la conscience collective. L'histoire enseigne, mais elle n'a pas d'élèves. Aussi peut-on légitimement parler de management involutif des consciences, de piraterie imaginale, ou encore d'ingénierie neuropsychologique catagonique, pour finir désintégré de manière propre et scientifique. Le camp d'en face, tel un rat de laboratoire, doit être mis sous une cloche de verre psychosomatique sans qu'il s'en rende compte. L'ensemble des aspects de l'existence sont à terme voués à être intégrés dans des systèmes clos, scénarisés et drivés de l'extérieur par des ingénieurs sociaux. Dans cette optique, tout individu se voit ainsi transformé en triste cyborg, tout comportement collectif contrôlé en une vaste cybernétique. Remarquons que ce mot, issu du grec kubernetes, pilote, est à l'origine de notre verbe gouverner. Le but de ce genre de subversion diffuse est donc de vaincre l'adversaire sans lui déclarer la guerre, de l'illusionner et de lui faire perdre toute envie de se défendre, voire de survivre, pour mieux le soumettre par la suite. Pour cela, on applique rationnellement au camp d'en face l'ancestrale technique des arts martiaux, comme le judo ou l'aïkido. On aide et on prolonge les mouvements de l'ennemi qui vont le déstabiliser. On accompagne l'entropie sans y participer. N'oublions pas, en tant qu'illustration symbolique de notre propos, que le premier logo de la Fabian Society, l'un des plus influents think tanks du monde moderne, l'ancêtre du parti travailliste anglais, appelé ainsi en l'honneur du général Romain Fabius, Contactor, le temporisateur, dont la devise subversive était « 2 pas en avant, 1 pas en arrière », était explicitement un loup revêtant un déguisement de mouton. C'est par cet universel art de tromper que l'invisible et inconsciente mise à mort des peuples tisse implacablement sa toile à travers l'histoire,
en créant de façon démiurgique des pandémies sociétales programmées dans les structures mêmes du groupe rival, en domestiquant sadiquement l'âme collective dans un sadomasochisme identitaire, dans une déstructuration culturelle démoralisante et dans les infinies rivalités mimétiques individualistes, en déconsidérant les valeurs familiales au profit d'une instruction publique, l'une élève, l'autre éduque, en vidant des programmes scolaires de leur substance, en affaiblissant le langage et leur faisant chuter le niveau de culture générale, la fameuse novlangue orwellienne, en systématisant de manière rationnelle le désordre social par la multiplication des facteurs de divisions internes et autres voies de garage idéologiques, en faisant en sorte d'accélérer le rythme quotidien et de perturber le vivre dans le monde via l'entretien d'une vague continuelle de changements rapides, ultra perturbateurs, en déclenchant un nivellement culturel par le bas de l'ensemble des groupes humains par la création d'économies de pensée, en normalisant gentiment l'ambiance générale de médiocrité uniformisante, en favorisant un modèle politico-social idiocratique, voire pathocratique, en récompensant le n'importe quoi, en valorisant sciemment toute chose contradictoire, laide ou stupide, et en encadrant graduellement l'indifférenciation anthropologique dans une soupe amorphe de non-qualité, dans un horizon sub-intellectuel et grisâtre, accepté docilement par la large majorité de tous, grâce à la violente propagande démocratico-humaniste. Il s'agit d'obliger subtilement l'ennemi à se rendre lui-même à l'abattoir, en sifflotant gaiement, de provoquer en lui le syndrome de Stockholm. Dans le monde en ruine d'après-guerre, cette ingénierie géopolitique subversive a pris la forme caractéristique de la bien nommée guerre froide, puis de nos jours celle de la pseudo-menace terroriste islamique, maintenue artificiellement entre deux blocs civilisationnels faussement ennemis, le communisme et son parèdre, le capitalisme s'apparentait à un monstre bicéphale, constituant les deux faces d'un seul et unique matérialisme de masse sans âme, afin d'alimenter une permanente stratégie de l'attention. Pensons également à la mise en scène de la fausse opposition politique gauche-droite ou républicain-démocrate, héritière directe de la révolution de 1789. Consciemment entretenue et issue de la bonne vieille technique subversive visant à driver d'en haut une rivalité mimétique perpétuelle chez une entité cible à diviser de l'intérieur. Tel un match de catch truqué d'avance, cette recette diabolique consiste à attiser un faux climat de division et de peur au sein des populations que l'on veut maîtriser, en agitant le spectre d'une terrible guerre imminente, tout en prenant bien soin de maintenir les forces en présence, juste sous le seuil de belligérance. Un climat général pesant s'installe alors, où la population entièrement divisée devient le Big Brother d'elle-même, s'oblige au conformisme et pratique la double pensée. Un des grands spécialistes de la guerre subversive moderne, le général Jean Delaunay, évoque explicitement cette tactique insidieuse de brouillage cognitif généralisé. Dans nos écoles de cadres, on comparait volontiers la désinformation à ces gaz de combat incapacitants qui, en laboratoire, transforment un féroce Doberman en toutou craintif. Il s'agit de transformer les Occidentaux en toutous. On compte y arriver en agissant sur le subconscient des gens et en introduisant la confusion dans leur système de pensée. La foudre et le cancer. L'humain transformé en une grossière entité hybride, mélange de golem robot hors sol et de chien de Pavlov marionnettisé, n'est désormais plus sujet mais objet des processus socio-historiques
mise en branle par l'impersonnel gouvernement mondial marchand. Toute qualité humaine différenciatrice se voit déracinée et désintégrée dans des foules populeuses, artificiellement réunies autour d'illusions réconfortantes. Toute personnalité distincte et typique doit être fondue en individualité indistincte, désintégrée en poussière à l'intérieur d'une sorte de soupe grégaire subintellectuelle. Pour sa sécurité et son bien-être quotidien, face à cette société rendue anxiogène, dangereuse, voire terrifiante, de manière toute factice, la majeure partie de la population, savamment conditionnée et harcelée, quotidiennement par le flot de mauvaises nouvelles vomies par les médias menteurs et prostituées, est toute prête à accepter avec empressement tous les types de lois coercitives, la surveillance généralisée, la multiplication des contrôles policiers, la violation de la vie privée et les restrictions de liberté en tout genre. Nul besoin du don de prophétie pour comprendre que ce sera par l'intermédiaire d'un effroyable drame mondial manipulé qu'à l'avenir, l'argent sera totalement dématérialisé et que le bétail humain quémandera à l'unisson pour son bien. Cela va de soi, en esclavage volontaire. Sa traçabilité permanente via la pose d'une puce RFID sous-cutanée, le vivarium cybernétique planétaire n'est plus très loin à l'horizon. Quelques conclusions. On l'a vu, le stratagème magico-alchimique du Solvay Coagula a été largement mis en pratique depuis la nuit des temps, en vue de manipuler à distance individus et groupes humains. En clair, cela consiste toujours à planifier l'entropie au sein d'une entité rivale qu'il faut petit à petit fractionner et abattre, tout en restant camouflé derrière la confiance que l'on aura instaurée chez elle, en tant que victime consentante. Par cette tactique subversive, reposant à la fois sur la séduction et le choc traumatique piloté à distance, tout sujet individuel ou collectif, conscient et pensant, se voit reconfiguré en un objet passif sans spécificité. La division interne de la structure adverse se doit d'être chirurgicalement et invisiblement managée pour en faire un nouvel agencement à sa volonté et par là même provoquer un phénomène proportionnel de négantropie compensatoire chez les siens. On crée sciemment le chaos dans le camp ennemi pour mieux reconstruire celui-ci à l'image d'une pâte à modeler. Via tout un panel de techniques rationnelles de contrôle social, le désordre doit être téléguidé et dirigé dans l'intimité la plus profonde du collectif ennemi, afin de mettre à mal les défenses immunitaires de son corps social et la solidité de son âme de groupe, soit d'inoculer respectivement une sorte de sida et d'Alzheimer de vaste ampleur dans l'organisme physio-psychologique d'une société cobaye. Au niveau des hommes, la névrose acceptée au niveau des objets, l'obsolescence programmée au niveau des liens traditionnels, la liquéfaction maîtrisée au niveau des sociétés, l'effondrement accompagné. Soumise à ces méthodes diaboliques, la grande majorité des individus, conditionnés et hallucinés, tendent à ressembler à ces enfants hyperactifs qui ont besoin de drogues chimiques pour se calmer. L'inconfort mental, le stress et toutes les formes de désordre neurophysiologique subis en permanence par les populations ont été, de nos jours, encouragés, acceptés puis normalisés. Songeons simplement aux méthodes actuelles du changement permanent, de la course à la croissance et du bougisme, du tout jetable et de l'éphémère, à base de fast-food ou de junk food, de journaux gratuits, de spotlights aveuglants, d'ondes électromagnétiques nocives et toutes les formes de technologies invasives, de speed dating stressant,
de matraquage publicitaire incessant, d'interconnexions grouillantes sur fond de toiles numériques et autres réseaux sociaux, où il faut faire à tout prix le buzz médiatique, d'informations continues et de flash sur les innombrables chaînes télévisuelles braillardes qui permettent d'entretenir un climat général fait d'instabilité débilitante, d'événements et de faits divers anxiogènes, de contagion panique, de psychologie des profondeurs continuelle, de lobotomisation zombificatrice régulière, de pollution cérébrale et autres psychopathologies provoquées par l'hypnose quotidienne du spectacle. Pensons par exemple aux présentateurs et aux voix off des reportages télévisuels s'adressant au grand public comme à des petits-enfants à éduquer. Toujours plus de rapidité, de futilité et de nouveauté vers le n'importe où et le n'importe quoi. De même, insistons sur le fait que les masses populaires grégaires, connues pour leur passivité mentale, leur forte suggestibilité et leur bassesse intellectuelle, n'ont jamais été autant à la merci des slogans, des mots-clés et des phrases chocs, tous plus simplistes et incapacitants les uns que les autres, déversés et répétés en permanence par la tentaculaire propagande politico-commerciale. Or, l'anthropologie nous apprend que le langage est le premier moyen d'adaptation des hommes à leur milieu naturel et constitue le garant de leur sociabilité. Les manifestations linguistiques font partie des réflexes conditionnés du cerveau humain, dit par exemple le psychosociologue Sergueï Dobrogaïev. De fait, celui qui contrôle la diffusion du langage contrôle la tournure d'esprit du groupe. Aujourd'hui, des mots et expressions comme démocratie, liberté, valeurs républicaines, droits de l'homme, devoir de mémoire, vivre ensemble, diversité ou laïcité, élaborés et propagés par les frères Latruelle, n'ont ainsi d'autre fonction que d'agir tels des mantras hypnotiques ou des formules magiques sur les foules hébétées, les empêchant de penser au-delà de la médiocrité ambiante et les enfermant mentalement dans un sordide paradigme artificiel. Nous citerons ici ces quelques fines observations de René Guénon quant à l'énorme influence des mots et des idées qui ont été imposées, de façon secrète et maligne, aux populations modernes. Naturellement, quand nous nous trouvons en présence d'une idée comme celle d'égalité, ou comme celle de progrès, ou comme les dogmes laïques que presque tous nos contemporains acceptent aveuglément, et dont la plupart ont commencé à se formuler nettement au cours du XVIIIe siècle, il ne nous est pas possible d'admettre que de telles idées aient pris naissance spontanément. Ce sont en somme de véritables suggestions, au sens le plus strict de ce mot, qui ne pouvaient d'ailleurs produire leur effet que dans un milieu déjà préparé à les recevoir. Elles n'ont pas créé de toutes pièces l'état d'esprit qui caractérise l'époque moderne, mais elles ont largement contribué à l'entretenir et à le développer jusqu'à un point qu'il n'aurait sans doute pas atteint sans elles. À cet égard, le mot a d'ailleurs une importance plus grande que la notion qu'il est censé représenter. Et la plupart des idoles modernes ne sont véritablement que des mots, car il se produit ici ce singulier phénomène connu sous le nom de verbalisme, où la sonorité des mots suffit à donner l'illusion de la pensée. L'influence que les orateurs exercent sur les foules est particulièrement caractéristique sous ce rapport. Et il n'y a pas besoin de l'étudier de très près pour se rendre compte qu'il s'agit bien là d'un procédé de suggestion tout à fait comparable à ceux des hypnotiseurs. Il est à cet égard important de signaler l'énorme bouleversement de paradigme, tant privé que public, et le changement des comportements, tant individuels que collectifs, qu'a provoqué
la propagation mondiale de l'outil informatique, et particulièrement la mise en place du gigantesque maillage du réseau Internet. Ainsi, autrefois, dans les sociétés non soumises au diktat numérique, l'homme avait encore l'occasion de s'extraire des phénomènes de foule, avec leurs effets infrapsychiques, et par là même pouvait revenir tout seul à la raison, au calme, en prenant de la hauteur sur les événements grégaires. Or, aujourd'hui, dans notre monde perpétuellement connecté, lorsque les individus rentrent seuls chez eux après quelques rassemblements de masse, matchs sportifs, concerts, meetings, manifestations culturelles, revendications sociales, etc., assis devant leur écran, happés par le flux médiatique, ils sont à nouveau soumis à la psychologie de foule et se voient réintégrés sans défense personnelle dans le cadre de l'idéologie collective dominante, avec toutes les suggestions infrarationnelles et autres slogans subintellectuels qu'elle comporte. En outre, la sorcellerie sociale, en tant que gangrène contagieuse et hyperbolique du corps collectif, et en tant que loi de la jungle, orchestrée, circonscrite dans un zoo humain, temporaire, à l'image d'un cercle magique tracé sur le sol, laisse toujours derrière elle des marques et des griffes diaboliques. Remarquons que ces deux termes sont largement appliqués dans le vocabulaire du merchandising, sur les faits historiques marquants, lors des effondrements contrôlés des civilisations ou dans les phases d'explosion révolutionnaire déterminantes. Le signe le plus visible d'un piratage social réussi, d'une chirurgie esthétique ou d'une culture surbrûlie appliquée sur tout le visage d'une société, est la démoralisation intégrale du groupe adverse, définitivement désorganisé, défiguré et soumis. Cela se traduit dans les faits par le manque de concentration, la dépression nerveuse généralisée, la sidération indolente des foules, l'utilitarisme glacial, l'abattement improductif de la jeunesse, la montée de la violence, des divorces et des suicides, la fuite dans le divertissement spectaculaire, dans les paradis artificiels et la pornographie inféconde, etc. Le père de la sociologie, Ibn Khaldoun, avait bien perçu ces processus historiques autodestructeurs et la démoralisation et de névrose collective propre à tout peuple, vaincu et colonisé. Quand un peuple perd le contrôle de ses propres affaires, est réduit comme en esclavage et devient un instrument aux mains d'autrui, l'apathie le submerge. Il perd peu à peu tout espoir. Les vaincus s'affaiblissent et deviennent incapables de se défendre. Ils sont victimes de quiconque veut les dominer, et la proie des gros appétits. Voyez aussi les animaux de proie qui ne se reproduisent pas en captivité. Ainsi, le groupe tribal, qui a perdu le contrôle de ses propres affaires, continue à s'affaiblir et finit par disparaître. Rien ne dure que Dieu. Le monde moderne ferait bien de méditer ces sages paroles. Le hacking civilisationnel, sorte de sorcellerie géopolitique polymorphe, une zooanthropologie appliquée, dirions-nous, présente ainsi des symptômes pathologiques bien visibles pour ceux qui regardent en profondeur les causes, l'ontologie, des événements importants de l'histoire. Son principal objectif, on l'a dit, est de retirer de l'homme, des groupes sociaux et de la phénoménalité naturelle toute leur saveur métaphysique intrinsèque, soit souiller l'âme de toute chose et faire de l'homme un homo economicus exclusif, éloigné de lui-même, afin de proposer des paradigmes artificiels préalablement élaborés sur cahier des charges, plus simples à gérer et à marchandiser, en fabriquant de toutes pièces le consentement général au changement, puis à l'esclavage, puis finalement à la mort. Du reste, ce court essai nous a montré que notre période historique voit l'horizontalisation radicale de tout ce qui était autrefois transcendant. Le cachet est devenu apparent. L'image reçue passivement a pris le pas sur l'imagination créatrice.
Le défaitisme général, la haine de soi, la peur d'ennemis imaginaires et le pessimisme historique sont aujourd'hui de mise au niveau des représentations collectives. Le contrôle, la démoralisation et la désinformation des masses sont également de plus en plus flagrantes et continuent leur travail de sape des consciences. Sans compter l'épuisement des ressources terrestres, la pollution et les effets chaotogènes de la surpopulation qui s'approche à grands pas. Le monde occidental matérialiste et son modèle consumériste planétaire, comme toute grande civilisation arrivée en fin de cycle et à bout de souffle, s'effondre lentement mais sûrement sous nos yeux, s'engourdissant et s'endormant progressivement dans une immense illusion spectaculaire inconsciente. Nous ne sommes plus dans le scénario classique des textes apocalyptiques où les forces lumineuses du bien et les forces ténébreuses du mal sont clairement identifiées et se livrent combat au grand jour. Désormais, chaque degré de l'existence se trouve englué dans un épais brouillard. L'être humain est désorienté dans un brouillage cognitif intégral. Troubles de l'attention, perte de concentration, état dépressif, etc. Sans oublier les attaques physiologiques liées à la mauvaise alimentation, au smog électromagnétique et autres empoisonnements neuronaux, où le vrai et le faux sont imbriqués inextricablement. Dans ses commentaires sur la société du spectacle à la fin des années 80, Guy Debord avait déjà froidement caractérisé en 5 points essentiels cet auto-mouvement vide de sens de notre époque postmoderne qui voit l'établissement terminal et définitif de l'illusion ultracapitaliste. La société modernisée jusqu'au stade du spectaculaire intégré se caractérise par l'effet combiné de 5 traits principaux qui sont le renouvellement technologique incessant, la fusion économico-étatique, le secret généralisé, le faux sans réplique, un présent perpétuel. À l'image de ces cités utopiques, figées, artificielles, utilitaristes, eugénistes et carcérales, imaginées par les penseurs modernistes de la Renaissance, dont les plus beaux exemples sont l'Utopia de More, la Nouvelle Atlantide baconienne ou la Cité du Soleil de Campanella. Nos sociétés contemporaines sont devenues inconsciemment des horizontalisations factices, des matérialisations spectrales, des projections illusoires ou des cristallisations parodiques de l'âge d'or, des auteurs antiques et du paradis biblique, pourtant situés dans un monde supraterrestre et un plan d'existence bien plus subtil qu'ici-bas. Les hommes, on le sait, nécessitent l'apport de mythes civilisateurs et fédérateurs pour structurer la vie de leur société et dès lors se donner une vision commune du monde. Or, le grand mythe de notre époque chimérique, dans laquelle l'image a pris une place plus que considérable, est bel et bien celui d'une parodie matérialiste des temps édéniques primitifs, où régnait la béatitude, la paix, la santé, l'abondance, etc. Raconté par toutes les traditions. Pour illustrer nos dires, songeons à la mode de l'homme augmenté et les théories du transhumanisme, qui ne se représentent qu'une singerie intellectuelle de l'homme primordial, jouissant de l'ensemble de ses capacités physio-psychologiques, voire de l'immortalité. Dans la même perspective, les projets sociétaux d'indifférenciation sexuelle, transgenre, gender, métrosexualité, ne sont qu'une transposition inconsciente de la doctrine de l'androgyne primordial, évoquée par Platon.
Le courant New Age et les diverses idéologies visant une religion mondiale ne sont que des formes dégradées de l'unique et véritable tradition primordiale. La Pangée originelle tend à être reconstituée via toutes les forces politico-économiques voulant établir une seule gouvernance globale. Le productivisme exacerbé, le communisme et la consommation à outrance ont supplanté les cornes d'abondance et les fructueuses récoltes sans effort de l'éternel printemps. Le pouvoir des médias a remplacé celui du verbe. Pensons à une grande entreprise d'informatique qui a une pomme croquée en guise de logo. La petite pilule miracle produite par l'industrie pharmaco-chimique se présente comme un nouveau breuvage d'immortalité, de même que la chirurgie esthétique tient lieu de nouvelles fontaines de jouvence, etc. Nous dirons du reste que tout ce qui avait été sacralisé par les premières générations humaines, cosmos, nature, individus, calendrier, famille, groupes sociaux, est aujourd'hui, au sens premier du terme, profané. L'homme traditionnel tentait de matérialiser des idées immuables pour structurer son quotidien sur Terre. À l'opposé, l'homme moderne, déspiritualisé, idéalise la matière changeante. L'un actualise des modèles, l'autre modélise l'actualité. N'oublions pas que, suivant la pensée cosmologique traditionnelle, toute fin de cycle civilisationnel correspond à un retournement analogique, pour ne pas dire à une inversion satanique, de sa période initiale. De la même manière que l'aube et le crépuscule sont semblables en tant que mélange de jour et de nuit, l'ère des temps actuels est donc entre chien et loup. Au final, sans jouer les prophètes de malheur, il nous reste simplement à rappeler que l'avènement de la Jérusalem céleste et le retour à la condition paradisiaque doivent avoir lieu en nous-mêmes, et non pas dans le monde extérieur. La véritable paix se situe sur un plan ontologique, jamais au niveau socio-historique où règne le conflit mimétique perpétuel. L'otium, en tant que maîtrise, sérénité et paix intérieure, doit être donc préféré au neg otium, en tant qu'agitation perpétuelle et mouvement anthropique de la matière, soit prendre en considération l'être immuable des choses plutôt que leur paraître changeant. À un niveau intime, il s'agit dès lors de se persuader que les États modernes ne sont pas nos papas ou nos amis, de s'affranchir de l'émotionnel immédiat par la réflexion patiente, de reconstituer des liens et des réseaux humains face à l'aliénation générale, mettre des pansements sur la fracture sociale, pourrait-on dire. Bref, d'être le plus possible maître de soi, soit symboliquement s'efforcer de garder constamment son troisième œil ouvert, de prendre soin de la flamme de son temple intérieur. Il nous semble que seul un retour sur soi, la métanoïa personnelle, soit tout l'inverse de la paranoïa collective, en s'extrayant des phénomènes de foule et en se désintoxiquant des suggestions de la pensée unique, sans pour autant tomber dans un égocentrisme exclusif et un isolationnisme individualiste, est à même de rallumer notre lampe ontologique, qui seule dissipera instantanément tous les monstres qui nous terrifiaient, dans l'obscurité dans laquelle on nous avait tout d'abord enfermés malignement. Dès lors, pour reprendre une célèbre expression extrême-orientale, nous pouvons avancer que le tigre n'est ni à fuir ni à tuer. Il s'agit nécessairement de le chevaucher et de le dompter.